Comment vous dire les choses, mesdames, messieurs? En matière de sanctions contre Vladimir Poutine, il y a vraiment deux poids, deux mesures. Il y a la puissance américaine, et quand la puissance américaine se met en branle, eh bien, comment dire les choses? Elle est puissante. Et puis, il y a les atermoiements européens. On hésite, on réfléchit, on vous racontera dans un instant les Belges. Ils disent, il y a beaucoup d'avoirs russes chez nous, à Bruxelles, mais vous êtes certain qu'on a le droit de les geler? Vraiment, vous êtes certain? Oui, non, non, c'est magnifique. Voilà, il y a deux poids, deux mesures, deux salles, deux ambiances, les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne. Tout de suite, les faits avec Nivine Potros. Oui, effectivement, vous l'avez dit, Eric, la tension est montée d'un cran uniquement entre Donald Trump et Vladimir Poutine, car vis-à-vis des Européens, pas de grands changements. Le président américain, lui, il a annoncé un renforcement des sanctions contre Moscou. Les deux principales compagnies pétrolières du pays ont été placées sur liste noire par le Trésor américain. Un coup dur pour le maître du Kremlin qui n'a pas manqué de réagir. La Russie ne s'inclinera jamais devant les pressions exercées par les États-Unis, ni devant aucun pays. Quant aux Européens, eh bien, ils ne sont pas parvenus à s'accorder sur l'utilisation des avoirs russes gelés. La décision a été reportée à décembre. Les Ukrainiens devront donc encore attendre pour un prêt à 140 milliards d'euros. Bon, mesdames, messieurs, je vais vous passer dans cette émission, on va voir tout à l'heure, une femme qui est sous sanction. Parce que ça existe, il y a donc des Russes qui sont en Europe et qui sont sous sanction. Alors, ils sont pas contents parce qu'ils disent, mais attendez, il y a des Russes qui sont sous sanction, puis il y en a d'autres qu'on met sous sanction de façon illégitime. Donc maintenant, il y a les oligarques sanctionnés qui sont pas contents d'être sanctionnés. Attention, ça devient compliqué. La révolte des oligarques. La révolte des oligarques. Nous sommes avec Isabelle Saporta, nous sommes avec Renaud Pilat, Nivine Potros que vous avez vu, et Magali Barthès, éditorialiste internationale à LCI. On a toujours besoin que vous soyez avec nous. Nous serons dans un instant avec Alexandre Kateb, un économiste qui nous parlera de la puissance des sanctions. Mais d'abord, Magali, je voudrais vous entendre sur ce sujet. On voit bien quand même qu'il y a deux poids, deux mesures, deux salles, deux ambiances, deux typologies de sanctions. Quand les Américains mettent la gomme, c'est pas du tout comme les Européens. Oui, et puis les Américains ont frappé quand même fort en s'en prenant au pétrole russe. C'est la première fois que ça se fait comme ça directement. Joe Biden n'a jamais osé s'en prendre à Rosneft et à Lukoil de peur de déstabiliser le marché pétrolier. Là, manifestement, Trump, il est décidé à y aller pour ramener Poutine à la table des négociations. Mais c'est vrai qu'on commence à voir en plus les effets de ces sanctions parce que on voit que certaines entreprises indiennes et chinoises commencent manifestement à recalibrer leurs achats de brut russes. Ce sont les toutes dernières informations, justement par peur d'être frappés par les sanctions secondaires américaines et de ne plus avoir accès au marché financier américain. Si, comme on le dit, l'argent est vraiment le nerf de la guerre, ça, ce que vous êtes en train de dire, c'est-à-dire que les Russes les Indiens, par exemple, commencent à acheter moins de pétrole russe, bah écoutez, ça va commencer à sérieusement interroger et agacer Vladimir Poutine. Il y a eu un moment intéressant que je voudrais vous faire écouter. Le chef d'état-major des armées françaises, vous savez, a poussé un coup de gueule avant-hier pour dire il y aura une guerre entre la France et la Russie qui est possible dans 3 à 4 ans. Bon, eh bien, à l'occasion de cette prise de parole, il a laissé passer un message sur la façon dont Vladimir Poutine considérait les Européens. Puisqu'on dit que là, les Européens frappent un peu mou sur la matière de sanctions, contrairement aux Américains. Écoutez cette petite phrase prononcée par le premier militaire de France sur la perception des Européens par Poutine. On a des armées très conscientes, très prêtes, mais malgré tout, la perception aujourd'hui de la Russie, c'est que l'Europe collectivement est faible. Donc moi, le premier objectif que j'ai donné aux armées, c'est de se tenir prêtes à un choc dans 3-4 ans qui serait une forme de test. Peut-être le test existe déjà sous des formes hybrides, mais peut-être plus violent. Ça veut dire, les amis, que vous qui avez, Renaud Pilat, suivi cette guerre depuis février 2022, ça veut dire que Poutine considère qu'on est des nuls, voilà, que collectivement, cette Europe dissonante, avec des voix qui s'élèvent et qui sont jamais les mêmes que celles du voisin, c'est un ensemble totalement hétérogène et faible. Il nous considère comme des faibles. C'est-à-dire que
l'Europe n'est pas un État fédéral. L'Europe n'est pas un État fédéral. Qui est la chef de la diplomatie européenne Vous le savez? On le sait? Je ne sais pas, non. Non, personne. Kaja Kallas. Pardon? Kaja Kallas. Kaja Kallas, voilà, qui... Je sais, parce que c'est son métier. Évidemment. Quel Français dans la Nièvre, dans Meurthe-et-Moselle ou dans les Alpes-Maritimes sait que le patron de la diplomatie européenne, on est quand même vaguement en guerre, enfin pas de façon directe, mais en confrontation avec la Russie, quel Français sait que c'est Kaja Kallas, la patronne de sa diplomatie? Voilà. Et ma voisine de gauche est incollable. Oui. Et vous vous retrouvez effectivement, avant, on a eu Charles Michel, inconnu au bataillon. À partir du moment où vous avez une Europe à 27, avec des décisions qui sont prises à la majorité, non pas à la majorité qualifiée, mais souvent à l'unanimité. Vous avez toujours des pays qui bloquent, qui sont les pays pro-russes. On a Orban en Hongrie, on a l'Autriche qui est moyen, on a d'autres pays effectivement qui ne souhaitent pas tambouriner contre Poutine. Alors que Trump, et on va en parler, j'imagine, joue toujours un jeu extrêmement difficile à comprendre, c'est-à-dire qu'il ne livre pas de missiles Tomahawk, mais là il a décidé de faire mal quand même, parce qu'effectivement l'argent c'est le nerf de la guerre, le pétrole, et ça a même des implications, j'espère qu'on en dira un mot, sur d'éventuelles frappes à venir contre le Venezuela. Le Venezuela, un pays pétrolier extrêmement important, qui pourrait servir d'autres fournisseurs que la Russie. Très bien. Je salue l'arrivée de notre économiste qui est Alexandre Kateb, fondateur de Multipolarity AI. Merci d'être avec nous, Alexandre Kateb. Bonjour. Merci. On est en train de parler de la puissance, de l'impact des sanctions américaines contre Vladimir Poutine et des atermoiements, des hésitations de l'Union européenne qui hésite même à geler les avoirs russes. Il y a quand même plus de 200 milliards. Je ne sais pas si vous vous représentez, mesdames, messieurs, ce que c'est que 210 milliards d'euros d'avoirs russes qui sont dans les banques européennes. Voilà. Ça permettrait plein de choses. On pourrait les geler, les utiliser pour acheter des armes à l'Ukraine, par exemple. Ou on pourrait faire, comme c'est inscrit sur ce petit texte à gauche, on pourrait s'adosser à cette somme pour bâtir un prêt de 140 milliards d'euros à l'Ukraine. Mais pour l'instant, on hésite beaucoup. Je voudrais vous faire écouter Poutine. Parce que Vladimir Poutine, on lui a dit, vous avez vu quand même, les sanctions américaines sur le pétrole russe sont quand même dures. Qu'en pensez-vous, Vladimir Poutine ? En ce qui concerne les nouvelles sanctions, il n'y a rien de nouveau ici. Oui, elles sont graves pour nous et elles auront certaines conséquences. Mais elles n'auront pas d'impact significatif sur notre santé économique. Du moins dans leur première version. Il s'agit bien sûr d'une tentative de faire pression sur la Russie. Mais aucun pays qui se respecte et aucun peuple qui se respecte ne prend jamais de décision sous la pression. Et cela ne renforce pas les relations russo-américaines, qui commençaient tout juste à se rétablir. Il est clair que ces actions de l'administration américaine nuisent aux relations russo-américaines. Je n'ai pas parlé encore. Isabelle Saporta. Non, mais écoutez, moi, je trouve ça extraordinaire parce que c'est vrai qu'on est là avec 210 milliards, dont on ne prendrait que 140 milliards. Et on a les premiers qui se roulent par terre, c'est quand même la Belgique. La Belgique, pourquoi ? Parce que sur ces 140 milliards, il y a 176 milliards qui sont chez eux et qui se disent, mais attendez, vous avez fait un lapsus. Sur les 210 milliards... Les 210 milliards, on prendrait que 140. Ouais. La Belgique, pour faire un prêt, oui. Voilà. Oui. Et en fait, on n'est même pas d'accord sur ce qu'on en ferait. Je parle sous votre Mais contrôle. sur les 210 milliards qu'il y a en Europe... Il y en a 176 milliards qui sont en Belgique, d'accord ? Mais comment ? Pourquoi les Russes mettent leur argent en Belgique ? Parce que c'est dans une société de dépôt qui s'appelle Euroclear, qui est une société qui a quelques pas du Conseil européen, du quartier européen. Et c'est dans cette société de dépôt que sont les avoirs de la Banque centrale russe. Et en effet, c'est gelé à cause des sanctions qui ont été décidées par les Européens. Sauf que la Belgique, elle a trouille. Mais les Belges, ils sont tétanisés. Ils sont tétanisés parce qu'ils redoutent que si on prend cet argent pour garantir, on ne le saisit pas, c'est pour garantir un prêt, ils redoutent que d'autres pays ne viennent plus déposer chez Euroclear. Vous avez vu, c'est un paradis fiscal, la Belgique. Mais c'est-à-dire qu'ils et donc ils ne veulent surtout pas prendre le risque. Et ils disent attention, il nous faut des garanties. Donc on va discuter.
la Commission européenne va proposer un texte qui sera certainement adopté, parce que les Belges bougent, mais c'est au tempo de l'Union européenne. Donc tout ça prend un petit peu de temps. On dirait une petite mamie qui sort de chez elle tout doucement. C'est ça l'Union européenne. L'Union européenne. Non mais Magali, ce que je trouve génial, c'est que comme elle est hyper bien élevée, elle dit les choses vraiment avec beaucoup de tact. Comme nous, on est les tuches, on va les dire comme on le pense. C'est-à-dire qu'effectivement, ils savent pas ce qu'ils vont en faire de cet argent, ils tombent pas d'accord. Ils ont la trouille, effectivement, que le paradis fiscal, entre guillemets, qui est la Belgique, n'attire plus personne. Le patron des Belges, il a dit quoi ? Il a dit, écoutez, moi, déjà, pour trouver 10 milliards de budget, je rame. Si un jour, tous les oligarques se retournent vers moi, si tous les autres pays me soutiennent pas, qu'est-ce que je vais devenir ? Et au fond, Magali, on le comprend, hein ? Oui. Mais même, vous savez, donc la revoyure, c'est dans un mois, ok ? Puisqu'en fait, on est tombé d'accord sur rien. Donc, revoyure dans un mois, ça c'est vrai que nous, quand on menace, mais on se dit au revoir à dans un mois. Et quand on sera d'accord, si on est d'accord sur le fait de toucher à ces 140 milliards, là où c'est drôle, c'est qu'on n'est pas d'accord du tout sur ce qu'on va en faire. Alors là, la France insiste. On va demander à notre économiste, les amis. Non, mais je vous repasse le micro, mais on va demander on a un économiste. Je voulais juste, vous êtes avec nous, Alexandre Kateb, je voulais juste vous montrer la réaction de Donald Trump. Vous avez vu Vladimir Poutine qui a dit, oh là là, les sanctions américaines, même pas mal. Attention, hein, c'est pas gentil, parce que les Américains, on était en train de bonifier, d'améliorer la qualité de nos relations États-Unis-Russie. Donc là, vraiment, c'est pas gentil de nous faire ce coup-là, mais il n'y a pas mort d'homme. C'est ce que disait Vladimir Poutine il y a un instant. On a hier interrogé Donald Trump là-dessus. Poutine a déclaré que la Russie était à l'abri des sanctions américaines. Il a affirmé que cela n'aurait pas d'impact sérieux sur l'économie russe. A-t-il tort ? Je suis ravi qu'il partage cet avis. On en reparlera dans 6 mois. On verra bien. On en reparlera dans 6 mois, Alexandre Kateb. Bon, quand même, les États-Unis, quand ils se mettent en branle, ça tape. Et là, ça tape fort, puisque à l'instant, Magali nous disait qu'un certain nombre de pays comme l'Inde commencent à réduire leur volume de commandes d'achat de pétrole russe. Oui, c'est vrai que là, les Américains se touchent en fait au cœur de la machine pétrolière russe, avec les 2 plus grandes sociétés de production et d'exportation d'hydrocarbures, hein, donc Rosneft et Lukoil. Et ce qui est plus important encore, c'est la menace de sanctions secondaires sur toutes les entreprises ou les banques qui facilitent l'exportation de ce pétrole ou qui agissent comme intermédiaires. Et c'est là que ces sanctions pourraient porter le coup le plus dur à ces sociétés et aux exportations pétrolières russes. Et ce n'est pas une coïncidence, si vous voulez, que ces sanctions soient annoncées maintenant. C'est dans un contexte international où il y a un excès de l'offre de pétrole sur le marché, et donc vous avez des prix du pétrole qui sont bas, vous avez des stocks qui sont remplis et des pays qui pourraient prendre le relais au cas où le pétrole russe venait à manquer, notamment l'Arabie Saoudite. Et donc on voit bien qu'il y a une conjonction de facteurs qui font que c'était une décision finalement avec un coût politique relativement faible pour les États-Unis et qui accroît leur levier de négociation dans le cadre de ces négociations avec Poutine. Alors Alexandre Kateb, ce qui est intéressant, c'est qu'on est tous d'accord sur ce plateau pour dire que les Américains viennent d'accélérer de façon extrêmement sensible, extrêmement forte et puissante en matière de sanctions contre les Russes, et que les Européens patinent. Mais alors ce qui est très marrant, c'est que les Européens patinent, mais ça ne les empêche pas d'applaudir devant ce que font les Américains. J'étais absolument fasciné d'entendre Emmanuel Macron dire oui, c'est un tournant, hein, ce que font les Américains. Mais ce que font les Américains, c'est un tournant. Enfin, on aimerait que ce soit ce que font les Européens qui soit un tournant. Ils sont ravis qu'ils fassent le boulot. Ouais, ils sont ravis qu'ils fassent. Écoutez, le président de la République, Emmanuel Macron, commentait l'actualité un peu comme s'il était éditorialiste autour de cette table. Je pense que c'est un tournant, ce qui vient de se passer. Les États-Unis d'Amérique ont décidé des sanctions massives sur les 2 principaux acteurs de l'exportation de pétrole russe. Jusqu'à présent, les États-Unis s'y étaient refusés.
Et donc c'est un coût massif qui est porté au financement de l'effort de guerre de la Russie, alors même, nous le savons, que pour la première fois depuis le début de ce conflit, l'économie russe commence à souffrir bien davantage. Donc je pense que c'est un véritable tournant qui, combiné aux sanctions que nous venons de prendre, à la pression qui a été mise aussi sur plusieurs autres acteurs, va porter ses effets. C'est sans doute, je suis désolé Magali de le dire comme ça, mais c'est sans doute, à mon avis, sur le plan international, l'information la plus importante depuis des mois et des mois. Je ne parle pas de la guerre quand il y a des morts, et puis il y a eu la paix, bien évidemment, signée au Proche-Orient, on est d'accord, mais sur le dossier russe, c'est considérable, parce que Poutine, même s'il fait le matamor en disant même pas mal, Poutine, là, il va commencer à réfléchir. Peut-être qu'il est en train de lui tordre le bras sérieusement, là, Trump. C'est très important parce qu'en effet, même Joe Biden n'avait pas osé, que Donald Trump, il y a énormément de pression, notamment au Congrès américain, pour qu'il adopte ces sanctions depuis qu'il est arrivé à la Maison-Blanche, et que jusqu'à présent, il s'y était toujours refusé, parce que son idée, c'était plutôt de manier la carotte avec Vladimir Poutine plutôt que le bâton. Et que là, à force, on sent qu'il y a quand même un changement de perspective du côté de Donald Trump. En tous les cas, c'est le sentiment qu'on a. Il les prend, ces sanctions. Il les prend certainement à contre-cœur. C'est pas ce qu'il voulait faire au début. Mais finalement, il y est quand même forcé parce qu'il sent bien qu'en face, il se fait balader par un Vladimir Poutine. Donc oui, ça amorce quand même un changement de ton. Et s'il y a pression américaine, véritable pression américaine, c'est vrai que ça peut changer quand même la donne dans ce conflit, même si on sent bien que du côté de Vladimir Poutine, il continuera à vouloir avancer et la victoire à tout prix. Oui. Mais c'est vrai qu'il y a un changement, peut-être un tournant du côté de la Maison-Blanche. Et Isabelle Saporta, il y a un truc qui vous fascine, on en a parlé ce matin, vous et moi, en préparant cette émission, c'est qu'on a des États-Unis qui sont grosso modo à des milliers de kilomètres de la Russie, enfin, sauf si on prend l'Alaska et Vladivostok, tout ça c'est plus près, mais bon, on a des États-Unis qui sont très loin des problématiques européennes au fond, et qui tapent fort, et on a un continent européen, c'est chez nous que se passe la guerre, c'est chez nous, on n'arrive pas à se mettre d'accord, oui mais l'argent des avoirs russes qui est bloqué à Bruxelles, il faudrait légiférer, c'est quand même hallucinant, c'est incroyable ce deux poids deux mesures. Non mais quand vous parliez de notre président comme éditorialiste, et Boualem Sansal, le fait qu'on s'adresse aux États-Unis, nous, la France, pour essayer d'être le go-between entre nous et l'Algérie, vous trouvez ça comment ? Alors, est-ce que ça vous... Si même avec l'Algérie, on n'arrive pas à se débrouiller tout seul, comment vous voulez qu'on y arrive avec l'Ukraine ? Imaginez comment on est dans les choux, en fait. Et pourquoi ça marche pas ? Mais parce que, si vous voulez, et c'est là aussi, vous vous souvenez du bouquin de Giuliano d'Ampoli sur l'heure des prédateurs. C'est-à-dire qu'on est dans un monde où nous, on est la gentille social-démocratie, c'est ce qu'avait dit aussi Emmanuel Macron, disant qu'on était les herbivores, enserrés dans, effectivement, des votes à la majorité, qualifiés, pas qualifiés, etc. Le fait de faire le tour de la table et d'être tous d'accord, et d'être dans des normes juridiques qui sont tout à notre honneur, mais qui font qu'on est impuissanté, en fait. On est impuissanté. Et ce que disait tout à l'heure très justement aussi Magali, que je trouve dingue, c'est qu'au fond, bon, on va se dire franchement les choses. Trump, en France, c'est pas notre tasse de thé. On trouve que c'est d'une violence incommensurable, d'une vulgarité incommensurable, que tout ça n'a pas de sens, que effectivement il y a quelque chose qui ne va pas. Sauf que, comme vous l'avez dit, Biden l'avait pas fait. Et que là, qu'est-ce qu'il fait ? Comme l'a dit très bien notre économiste, il regarde le cours du pétrole, il dit alors, déjà par rapport à l'année dernière, avant même ces sanctions, il touchait que 100 milliards cette année avec le pétrole et le gaz, les Russes, et ben au lieu de 135, et ben tu sais quoi ? On va faire avec ces sanctions, ce sera plus 100, ce sera la moitié. Et donc en plus, pardon, mais en France, et je vous donne tout de suite la parole, Renaud, en France, on le prend pour un idiot. En fait, rien n'est idiot là-dedans, tout est calculé. On a l'impression que c'est à la va comme je te pousse, mais c'est pas à la va comme je te pousse. Donc nous, on est des trouillards, on est au fond un front commun de trouillards qui osons plus rien faire face à quelqu'un qui est peut-être un peu givré, mais qui ose tout. Non, mais je crois que c'est pas une question de trouille. Si, c'est une question de trouille. Ben non, mais laissez-moi développer. D'accord. C'est pas une question de trouille, c'est une question de puissance. C'est une question de puissance. Soit vous êtes un continent puissance. Il y a 3 empires, l'empire américain, l'empire chinois, et puis l'empire russe, qui est tout petit, effectivement. L'armée russe, c'est 3 fois l'armée française. C'est pas énorme. C'est pas énorme pour un pays qui est aussi grand. Ouais. Mais c'est pas une question de trouille, c'est une question de puissance. Et vous savez, quand les Européens, notamment un pays européen, mais qui a été soutenu par ses voisins, a agi vraiment, c'est après le 11 septembre. Le 11 septembre 2001,
il y a des avoirs de la famille terroriste Ben Laden en Suisse. Beaucoup d'avoirs en Suisse. Et que font les Américains? Et ils savent qu'il y a eu des financements en Suisse du 11 septembre. Que font les Américains? Ils disent aux Suisses, maintenant vous allez changer vos règles bancaires, vous allez cesser d'être un paradis fiscal. Eh bien, en quelques mois, la Suisse n'est plus devenue un paradis fiscal aussi C'était laborieux, important. c'était dur. Culturellement, ça a été compliqué pour les Suisses d'accepter cette idée. Ils s'y sont pliés, mais de mauvaise grâce. Ça a pris du temps. Mais Eric, il sciait le tronc sur lequel ils étaient assis depuis des décennies. Mais les États-Unis ont agi. Et les Suisses ont dit, effectivement, la prochaine fois, c'est peut-être un attentat sur le sol européen. Donc, c'est quand on est touché, on risque d'être touché sur Paris, sur Milan, sur Madrid, sur Francfort, qu'on agit. Là, ce sont les Ukrainiens. Eh bien, nous n'avons pas la puissance économique et la puissance politique pour agir. Alors, on n'est pas un État fédéral. Écoutez, on n'est pas un État fédéral. La grande question, c'est qu'allons-nous faire de l'argent des oligarques, finalement, de l'argent des Russes, qui est gelé, dont une bonne partie se trouve à Bruxelles. Vous avez compris, on va interroger dans un instant notre économiste, mais vous avez compris, c'est pas simple. C'est pas simple. Figurez-vous, il y a quelque temps, Alexandre Kateb, j'avais interviewé ici même une femme qui était l'épouse d'un oligarque qui avait divorcé de cet oligarque. Mais ses avoirs étaient tout de même gelés par l'Union européenne. C'était très compliqué. Et donc, parfois, d'ailleurs, l'Union européenne se trompe. Elle gèle les avoirs d'un ancien oligarque qui l'est plus vraiment. Elle refuse de geler les avoirs d'un oligarque qui est toujours très proche de Vladimir Poutine. C'est d'une complexité terrible. Moi, je trouve intéressant, alors qu'on parle des oligarques depuis 3 ans de guerre, je trouve intéressant d'entendre une femme qui est sous sanction. Elle vit en France. Son prénom, c'est Olga. Elle avait accepté de venir ici. C'est une petite archive qui a 2 ans. Nous étions avec Julie Hamet et nous l'interviewions un soir sur LCI. Mais déjà, c'est quelque chose qui est très cruel, vous voyez. Ça veut dire qu'on ne vous prévient pas, vous ne savez pas que vous êtes sanctionné. Ça veut dire que, bon, vous vous retrouvez sur cette liste. Dans mon cas, c'était 8 avril. 10 avril, en plus, j'étais à l'anniversaire de mon ami. Et bon, on me dit, tu es sur la liste. Je dis, bon. Le matin, lundi, le compte bancaire est bloqué. Les cartes sont annulées. Alors, je voudrais qu'on vous écoutez, Alexandre Kateb. Ces gens-là, russes, ont vu leurs avoirs gelés en France, en Europe, 210 milliards d'euros. 210 milliards d'euros. Qu'est-ce qu'on en fait ? Alors déjà, il faut bien faire la part des choses entre les avoirs de personnes privées, comme le cas de cet oligarque que vous avez évoqué. Sur ces avoirs-là, on estime que ça représente peut-être 10 à 20 milliards de dollars ou d'euros. Donc là, l'essentiel des avoirs qui constituent les fameux 210 milliards, ce sont des avoirs souverains. Ce sont les réserves de la Banque centrale de Russie, qui sont constitués d'ailleurs d'obligations et d'autres titres de dette européens en très grande partie, et qui sont, comme vous l'avez dit, détenus par Euroclear, ou en tout cas sont, enregistrés dans cette société belge qui ne peut pas exproprier ses avoirs comme ça, parce qu'il y a des règles de droit international et que ça pourrait constituer un précédent aussi pour la dette européenne notamment. Maintenant, l'idée d'utiliser ces avoirs comme collatéral pour accorder un prêt à l'Ukraine, ça c'est effectivement une trouvaille d'ingénierie financière qui pourrait permettre à la fois de procurer des financements à l'Ukraine et d'assurer qu'il n'y a pas d'expropriation de ces actifs et donc de contrevenir au droit international. Maintenant, ce que la Belgique demande, et elle a raison de le faire, c'est qu'il y ait des garanties. C'est qu'elle ne soit pas seule à supporter des pertes éventuelles si les prêts accordés à l'Ukraine n'étaient pas remboursés. Magali, on peut le dire, les Belges ont la trouille. Parce qu'on soit ce tout petit pays d'Europe, en gros, a les 3/4 des avoirs russes. Donc il a peur que les foudres
du ciel et de Poutine s'abattent sur Bruxelles, et donc ils tremblochent. Voilà. C'est assez symptomatique de la position européenne vis-à-vis de cette guerre depuis le début. Je suis désolé. Mettons-nous à la place du Premier ministre belge, en effet, qui dit depuis le début, moi je veux bien prendre le risque, mais il faut qu'on mutualise le risque. Et que si on fait un prêt qui n'est jamais remboursé, parce que c'est quand même le risque. Hein. L'idée, c'est qu'en fait, il soit remboursé par les réparations de guerre russes versées à l'Ukraine. Donc, que si ce n'était jamais remboursé, qu'il y ait quand même une mutualisation et que tout le monde mette au portefeuille. Donc, c'est pour ça que, justement, ce mécanisme d'ingénierie financière, comme disait notre spécialiste, est compliqué à mettre en place et prend un petit peu de temps. Merci Magali Barthès, merci Alexandre Kateb. On continuera à vous parler de cette affaire parce que c'est important. Ces milliards russes vont-ils permettre d'acheter, de financer de nouvelles armes pour les Ukrainiens ? Dans un instant.